Alors, on se fait notre petite calendrier de l'Avent, hein, sauf que au lieu d'avoir des chocolats, eh ben c'est des petits challenges. Donc on va revoir les bases. Je vous mettrai en description pour les néophytes, hein, ceux qui ne connaissent pas par exemple le protocole HTTP, ce que c'est. Je vous mettrai des CDF à faire, c'est gratuit, vous créez un compte, ok? Donc, deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? On a notre ami Max Kiddy, hein, donc c'est les elfes qui doivent vérifier s'il y a d'autres elfes employés qui sont partis ou étaient affectés par l'attaque du Grinch Industries. Grinch Industries, je vais le dire. Mais les systèmes qui détiennent les informations des employés ont été piratés. Pouvez-vous les pirater pour déterminer si les autres équipes de la meilleure compagnie de festival ont été touchées? Donc, on avait vu dans le premier, quoi, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, qu'il y avait une faille IDOR, hein. On avait vu cette fameuse faille IDOR, c'est quand on joue sur les paramètres et on trouve un paramètre faillible. Et on avait vu que notre ami le Grinch, là, le méchant Grinch, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait modifié les SKU et la fabrique de jouets pouvait plus marcher pour le Père Noël. Mon Dieu, quelle catastrophe. Donc, on va revoir quelques petites bases, hein. Naturellement, cette salle est réservée pour les néophytes, hein. Je pense que si vous travaillez dans l'informatique, vous connaissez déjà tout ça. Mais on va revoir quand même quelques petits concepts de base pour comprendre comment fonctionne Internet, hein, et la communication entre un client et un serveur. Typiquement, le client, c'est votre navigateur. Le serveur, eh ben, c'est le back-end, c'est celui auquel vous vous connectez. Et il va vous présenter une page web, il va vous présenter des vidéos, des images, etc., etc. OK? Donc, la technologie sous-jacente des serveurs web et la façon dont le web communique, comprendre ce que sont les cookies et leur finalité, et découvrir comment manipuler, gérer les cookies, faire du cookie forgery à des fins malveillantes. Donc, HTTPS, hein, pour que votre ordinateur, serveur web, communique entre eux, le protocole intermédiaire est requis. C'est là qu'intervient HTTP, qui veut dire Hypertext Transfer Protocol, protocole de transfert hypertexte. Pourquoi hypertexte? Parce que vous cliquez sur des liens hypertexte. Qu'est-ce qu'un lien hypertexte? Il est en bleu. Et quand je mets ma souris, il est souligné. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça me redirige vers un autre lien. C'est ce qu'on appelle un lien hypertexte. Bravo. Donc ça a été inventé par Lee, donc un gars qui bossait au CERN, hein, dans les années 88-89. Ok. Il y a une salle dédiée au HTTP d'ailleurs, si vous voulez la faire, ça vous apprend tout. Pour les débutants, c'est vraiment bien, je vous la mettrai en description. Donc le protocole HTTP, c'est quoi? C'est un protocole client-serveur permettant d'assurer la communication entre un client et un serveur web. Les requêtes HTTP sont similaires à une requête réseau TCP standard. Toutefois, HTTP ajoute des headers, des entêtes spécifiques à la requête pour identifier le protocole et les informations. Typiquement, on a le HTTP header et le body. Je m'explique, c'est un peu comme un corps humain, hein. Vous avez toujours la tête au-dessus, le corps en dessous, hein, généralement, si vous êtes bien fait. Certains ont peut-être la tête dans le cul, mais ça c'est un autre problème. Donc, plus sérieusement, lorsqu'elle est conçue, la requête HTTP, la méthode de l'entête cible est toujours inclue, hein. Ça va nous donner plein de métadonnées qui sont intéressantes pour la communication. L'entête cible spécifiera ce qu'il faut récupérer du serveur et l'entête de méthode spécifiera comment. OK? Lors de la récupération d'informations à partir d'un serveur web, il est courant d'utiliser la méthode get telle que le chargement d'une image. Ça, je vous l'ai déjà dit. OK? Et on utilisera généralement du post, OK? Pour envoyer des informations. Typiquement, une mire de connexion, je me connecte à un site, j'utilise la méthode post, OK? Toutes les deux, elles fonctionnent en HTTP 1.1, qui est la dernière norme. Donc, on peut voir un petit exemple, hein, très succinct, mais c'est une requête en GET. On lui dit quoi? On lui dit, bah écoute, tu vois, tu as un nom de domaine, tu as un .com, tu vas aller à la racine. Ça, c'est la racine. C'est tout le temps après le point, .com, .fr, hein, le TLD, comme on l'appelle dans le jargon, mais ok. Après, il y a le root, et après, il y a notre slash. Et ben ça, c'est notre slash, ça veut dire la racine du serveur. Et à la racine du serveur, il y a quoi? Avant, on a le tryhacme.com. Ça, c'est le nom de domaine. Ok? On appelle ça un nom de domaine.
Le user agent, vous le savez, c'est une sorte de profil, hein, qui va permettre de vous pister, parce qu'on va connaître vos systèmes d'exploitation, votre navigateur, bref, plein de petites informations croustillantes qui vont permettre à Google notamment d'installer des cookies, de vous suivre à la trace, de vous vendre des choses. Amazon pareil, tous les grands de ce monde. Ok? Et surtout, ça va permettre, vous savez qu'un site web, on l'adapte en fonction qu'il soit sur smartphone, sur tablette, sur un écran de 19 pouces, un écran de 40 pouces. C'est pas les mêmes logiques qui seront adaptées. Ok? Les menus seront différents, tout ça. Donc, ça permet de savoir au site web, hein, si vous regardez quoi, le site sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, etc., etc. Et le fameux référent, hein, le referrer, qui nous dit, bah écoute, oui, oui, c'est bien, tryacme.com, et en plus, tu utilises l'HTTPS, il y a le cadenas, ok, donc c'est sécurisé. Quelle est la différence entre le HTTP et le HTTPS? Les ports utilisés, le HTTP utilise le 80, le HTTPS utilise le 443, et le S veut dire secure. Ok? Donc, on a du chiffrement SSL, TLS, hein, Secure Socket Layer, Transport Layer Socket, pour sécuriser, hein. Et on utilise des certificats. Ces certificats me permettent de dire quoi? De dire, hey, tu te connectes bien au bon site. T'es pas en train de te connecter au site de Toto le hacker. Comment je sais ça? Dans nos navigateurs, on a un paquet de CA, hein, les certificates authentifiants. euh, et vous voyez, hein, ce qu'on appelle les root certificates. Pourquoi je peux pas le voir là? Ok, il a décidé de m'emmerder. Bon, regardez chez vous. Ah si, c'est là, pardon. Donc les Authority Certificates, vous voyez qu'il y en a un paquet. Ok? Il y en a une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine, presque 100. Ok? Et qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet, imaginons que la boîte Camer Firma se fait pirater. Ok? On arrive à quoi? À modifier la chambre du commerce, hein, celui de la chambre du commerce. Et on dit, bah écoute, Toto le hacker, ça devient google.com. Ok? Mais là, en fait, l'avantage, c'est que dès que vous allez aller sur le site de google.com, en fait, c'est le site de Toto le hacker, les autres certificats, ils vont dire à ton navigateur, nous, pour nous, Google, c'est pas lui. Google, c'est telle adresse IP. OK? Et donc là, votre navigateur, vous l'avez déjà vu, il va flasher tout rouge, il va vous dire, attention, le certificat n'est pas à jour, vous risquez d'aller sur un site bizarre qui va vous voler vos informations, vous envoyer des virus. OK? On essaye de vous faire peur, un peu comme le Covid, et ça marche. Une fois qu'on reçoit une demande, on reçoit une réponse, hein, qui dit demande dit réponse. C'est le principe du serveur client, hein, client-serveur. Le serveur demande, le client demande, le serveur répond, pardon, y compris tout le contenu qu'on a demandé en cas de succès. Et puis on a un code d'état en fait. Le code d'état, il est utilisé pour indiquer au navigateur client comment le serveur web a interprété la demande. Le code d'état réussi, le plus courant, hein, c'est le 200. Ok? Là, c'est ce qu'on voit. On a du 200. On voit que c'est un serveur Nginx. On a l'euro d'attache. Le type de contenu, content type, on voit que c'est du texte HTML. La longueur en octets, 98 octets, 98 bytes. Et là, on a quoi? On a du code HTML. Et vous voyez que même dans le code HTML, on a quoi? On a en haut le head. Ok? Il est ici. C'est le titre. Ok? Comment je peux savoir ça? Bah là, il y a écrit Advent of Cyber. Et bah ça, c'est le head. Ok? Et ensuite, j'ai quoi? J'ai le body. Et dans le body, il y a quoi? Il y a écrit Welcome to Advent. Ok? Ça serait par exemple ici. Là, c'est un exemple, hein. Mais voilà. En haut, head, milieu, body, et tout en bas, le foot. Ok? Le foot, typiquement, ça, c'est un foot, hein. Voilà, ça, c'est le footer. Vous voyez même la séparation. Et voilà, ça permet de laisser un message dans le bas de la page HTML. Ok? Donc, ça, à comprendre un peu, hein. Donc, on fait fonctionner les sites avec quoi? Bah, du code HTML. Ok? Que vous pouvez voir. Et le code HTML, bon, là, il est. Merde. Il est. Il est offusqué, visiblement je peux pas le voir, mais voilà le principe. Allez, je ne vais pas rentrer
De toute façon, vous avez une salle là, web fondamentale qu'il faut vraiment faire. C'est gratuit, ça vous explique tout, comment fonctionne le World Wide Web, le www. Donc le protocole n'est qu'une petite pièce du puzzle en fait, hein. Une fois que le contenu est récupéré à partir du serveur web, notre navigateur a besoin d'interpréter et de rendre les informations envoyées. Les applications web sont généralement formatées en HTML, hein. Donc c'est le Hypertext Markup Language, hein. Donc langage hypertexte balisé, hein, parce qu'on utilise des balises. Ok, ça c'est une balise, ça c'est une balise, hein, et les balises on les ouvre, on les referme dans les langages balisés. Je m'explique. HTML, là je l'ouvre. Quand je veux le fermer, je mets un petit anti-slash. Donc vous voyez, j'ouvre, je mets mon code, mon snippet, je referme. Ok, le head, je l'ai ouvert là, je mets mon titre dedans, je referme mon titre, je ferme mon head. Ok, je mets un body, pas de problème, je mets ce qu'il y a dedans, je referme, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de langage balisé. Donc, c'est rendu avec du CSS. Le CSS, là, c'est ce qui permet d'avoir chargé bien les images, d'avoir des petits contours, d'avoir des trucs en gras, d'avoir des menus, hein, avec le JavaScript qui vont pouvoir être dynamiques. Tout ça, ça participe. Avant, on avait ce qu'on appelait des sites statiques, hein, qui étaient pas très beaux dans les années 90. 2000, ça a commencé à s'améliorer. 2010, on a commencé à aller beaucoup plus loin. Enfin, mais avant même, hein, j'exagère, mais bon, vous avez compris, ça a évolué en 30 ans pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Donc tout ça, hein, c'est grâce à cette technologie. On disait quoi? On disait le CSS, donc qui est le Cascading Style Sheet, hein, donc les feuilles de style en cascade. Le JavaScript est également couramment utilisé pour fournir des fonctionnalités supplémentaires, hein. Je vous ai dit, ça va vérifier ce que vous tapez, que vous ne faites pas d'erreur, et que aussi ça peut être un système de protection, que vous ne faites pas de bêtises, hein, sur le site pour, par exemple, l'attaquer. Donc, dans l'environnement web aujourd'hui, l'utilisation de cadres, ils veulent dire de quadriciels, de framework web, a considérablement augmenté en popularité. La plupart des applications web modernes utilisent de nombreux frameworks, hein, et autres solutions qu'un utilisateur final ne voit pas ou n'interagit pas avec. Ok? Ensuite, les cookies, très intéressant parce qu'on va apprendre à bidouiller les cookies. Vous allez voir comment c'est puissant si jamais, bah, encore une fois, il y a des vérifications qui ne sont pas faites par le serveur. Donc, les cookies, c'est des petits gâteaux, mais ça permet de stocker des données. Vous le savez, vous les utilisez même sans le savoir. Ça permet, une fois que vous êtes connecté à un site, hein, vous allez pouvoir, pendant des mois, voire des années, vous connecter tranquillement au site sans plus jamais ni donner votre nom d'utilisateur, ni rentrer votre mot de passe. Pourquoi? Parce que tout est stocké là-dedans. Ça stocke des métadonnées. Donc HTTP, c'est un protocole sans état, stateless, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous envoyez des demandes à un serveur web, le serveur ne peut pas distinguer votre demande de la demande de quelqu'un d'autre. Ok? Ça, c'était pas mal, hein. On voulait une certaine anonymité. Ok? C'est plus le cas puisqu'on se fait fliquer dans tous les sens. Mais à la base, hein, HTTP permettait pas de faire, voilà, de se renseigner sur votre petite personne. Mon ordinateur qui se connecte au site de Google ou un autre ordinateur, peu importe. Ok? Donc, pour résoudre le problème sans état et identifier différents utilisateurs et niveaux d'accès, le serveur web attribue des cookies pour créer et générer une session avec état, hein. C'est-à-dire que je veux pouvoir me rappeler dans X temps que tu es venu sur mon site et je pourrais t'afficher de nouveaux trucs, etc., etc., hein. Donc, c'est bien. Après, ça a été poussé à des fins marketing, hein, parce qu'on a vu qu'avec Internet, on pouvait se faire un paquet de fric, hein, il y a environ 20 ans. Il y a eu la bulle de l'Internet, vous étiez peut-être trop jeune, mais en 98, 2000, ça a explosé, hein. Ça a été un peu la crise des subprimes, mais version informatique, hein. Le bug de l'an 2000, où les plus grosses sociétés d'informatique ont détourné des millions à leurs clients. La plus grosse arnaque, le plus gros kidnapping, hein, si on ne parle pas de nos amis banquiers, parce qu'eux, ils ont l'habitude, hein. Aujourd'hui, c'est Big Pharma qui veut vous vendre 2, 3, 4 vaccins, se faire des milliards sur la mort des gens. Bref, on vit dans un monde incroyable. Mais revenons à nos cookies. Donc les cookies sont de minuscules éléments
de données, les métadonnées, ou des informations stockées localement sur votre ordinateur qui sont envoyées au serveur lorsque vous faites une demande. Les cookies peuvent se voir attribuer n'importe quel nom et n'importe quelle valeur permettant au serveur web de stocker toutes les informations qu'il souhaite. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les cookies d'authentification, également connus sous le nom de cookies de session. Hein, les cookies d'hôte et les cookies de session sont utilisés pour vous identifier et voir un peu quel niveau d'accès est attaché à votre session. Alors, on va avoir un petit dessin pour mieux comprendre. OK? Le principe du client, retenez bien ça. Le client, c'est quoi? C'est le front-end. OK? C'est ce qui est devant vous. Devant vous, il y a quoi? Il y a un ordinateur avec un écran. Et cet écran, il affiche quoi? Il affiche votre navigateur web. OK? Donc, c'est vraiment la façade d'Internet. C'est chez vous, votre ordinateur, avec le browser, hein, le navigateur, par exemple Google Chrome. Moi, là, j'utilise Firefox. OK? Et par opposition au back-end. Back-end, c'est ce qu'on ne voit pas, hein, c'est le serveur. Donc, vous êtes le client, lui, c'est le serveur. OK? Le client fait quoi? Des requêtes au serveur. Le serveur va répondre, renvoyer des données au client. OK? Le serveur sert des données, sert ou rend service au client. OK? Donc, comment ça se passe? Je veux me connecter à tryacme.com en HTTPS. Mon navigateur, je vais taper là-dedans. OK? D'abord, je vais vous en parler quand même. Il y a un DNS. OK? Le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? On va schématiser. Il va prendre tryacme.com. Il va aller requêter dans une base de données. On va lui dire, ah, c'est telle adresse IP le serveur. Votre navigateur va se connecter à ce serveur. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mire de connexion là qui vous dit tu voudrais bien te connecter tout en haut, tu voudrais bien te connecter à mon site en poste, hein, avec tel utilisateur et tel mot de passe. OK? Là, qu'est-ce qui se passe? Le serveur il dit OK, ça marche. Euh, J'avais pas ton cookie, OK? Donc je te fais un set cookie et tu vas venir le stocker dans le navigateur. OK? Le navigateur il fait OK, HTTP 200, on établit la communication entre toi et moi. Et ton cookie, bah, je le garde. OK? Comme ça, la prochaine fois, j'ai plus besoin de faire ma requête en poste avec quoi là-dedans? Bah, tryacme slash, au lieu d'avoir room, on a login. Après point d'interrogation, ça veut dire qu'on passe, hein, des variables dans l'URL. Hein. Et là, on passe quoi? On passe deux variables, username et password. Bah, ça tombe bien parce que quand je me connecte à un site, j'ai besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. OK? Donc à la seconde requête, si je reviens une deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Là, il n'y a plus besoin de poste. Je vais directement faire un get sur, par exemple, le site, le portail de l'administrateur. OK? Et là, il fait, ah ouais, OK, il y a ton cookie, je te connecte, pas de problème, t'es tel utilisateur. THM, patati, patata. OK? Donc, expliqué par eux, ça donne quoi? Bah, pour commencer le processus, lorsque vous envoyez une demande telle qu'une demande de connexion, votre navigateur envoie ces informations généralement sous la forme d'une demande POST au serveur web. Le serveur web vérifiera qu'il a reçu les données et définira un cookie unique, comme mentionné précédemment. Les cookies sont arbitraires et les valeurs sont déterminées par les meilleures pratiques ou les développeurs web. Une fois le cookie attribué, tant que le cookie reste stocké localement dans votre navigateur, toutes les futures requêtes GET sont automatiquement envoyées avec ce cookie et identifié, permet de vous identifier votre niveau d'accès. Une fois que le serveur reçoit votre requête GET, votre cookie, il localisera et désérialisera votre session. La désérialisation est le processus qui consiste, pardon, à prendre un format de données tel que JSON et à le reconstruire en tant qu'objet. En cas de succès, le serveur web répondra à votre demande avec une réponse de 100. Donc maintenant qu'on voit un petit peu ce que c'est les cookies, on va voir comment ils sont comment ils sont utilisés. On va plonger un peu plus loin dans le contenu. Ok? Donc on a un nom, hein, c'est l'identifiant du cookie unique, défini arbitrairement, toujours associé aux composants de la valeur, ce qu'on appelle l'ID de session. Ok? La valeur, value, ok, c'est la valeur unique du cookie, encore une fois définie arbitrairement et qui est associée aux composants du nom. Ok? Donc on a toujours un nom et une valeur.
dans les cookies. Et après d'autres métadonnées. On peut avoir le domaine, domaine d'origine du cookie, hein, tryacme.com, le chemin d'accès local au cookie. Bah là, tu vas travailler à partir de la racine, tryacme.com, et ensuite slash. Tryacme.com, ensuite slash. Ça, c'est la racine. Ensuite, tout ce qui est à droite, c'est l'IORI, hein, donc c'est ce qu'on appelle en fait les ressources, hein, qui sont appelées sur le serveur. Tout ce qui est à gauche là maintenant, c'est quoi? C'est les domaines, sous-domaines, root de domaine, ok? Et protocole. C'est comme ça que fonctionne votre navigateur web, ok? Et Internet même, j'ai envie de dire. Donc on a date d'expiration, hein, âge maximal, entre guillemets, c'est la date d'expiration des cookies, la taille, hein, en octets, généralement avec le nom plus la valeur. Ok? Donc typiquement là on aura quoi? On aura Session ID, ST blablabla blablabla, 91 octets. Ok? Les cookies ne sont pas accessibles via des scripts côté client. Dans ce cas-là, c'est du HTTP only, comme on le dit. Et c'est coché. Sur, c'est que c'est envoyé via HTTPS. Ok? Same site spécifique un cookie envoyé via des requêtes inter-sites, ok? C'est-à-dire qu'on peut partager un cookie, hein. Imaginons que Le Monde, hein, le journal, a Le Monde Magazine, Le Monde Journal, Le Monde diplomatique, hein, voilà. Eh ben, on va avoir un site qui va gérer les autres sous-domaines, ok? Le Monde diplomatique, Le Monde Journal, c'est des sous-domaines du domaine Le Monde, ok? Par exemple. Same party, bah c'est first party, ça étend les fonctionnalités de l'attribut same site, ok? Ça c'est typiquement quand on commence à faire du dev, du web dev, ok? Pas très important pour vous, mais bon à savoir. Et la priorité, ça définit l'importance d'un cookie et ça détermine s'il doit être retiré ou conservé, hein, haut, bas, etc. Donc, au début, ça peut être un petit peu intimidant. On a 7 cookies, cookie name, cookie value, domain value, hein. Tout est chaîné, ok? Mais il faut pas s'inquiéter, hein. Vous allez voir qu'avec le temps, on arrive à bien comprendre ce qui se passe. Le plus important, c'est, je vous disais, le name, le value, hein. Les composantes de cookies sont toujours préparées par paire. La paire principale, c'est le name value, et ça définit le nom du cookie et la valeur du nom. La deuxième paire est le attribute value. Ça définira un attribut du cookie et la valeur de l'attribut. Et vous trouverez un exemple ci-dessous. Ok? Donc ensuite, la manipulation des cookies, c'est ce qu'on appelle du cookie forgery. Ok? On va forger de faux vrais cookies et on va, par exemple, se faire passer pour l'administrateur. Donc, la manipulation des cookies consiste à prendre un cookie, à le modifier pour obtenir un comportement involontaire déterminé par le développeur web. La manipulation des cookies est possible car les cookies sont stockés localement sur votre système hôte, ce qui signifie que vous avez un contrôle total sur eux et que vous pouvez les modifier à votre guise. Pour commencer à modifier et à manipuler les cookies, on va avoir besoin des outils de développement. Vous les avez dans n'importe quel navigateur web. Ok? On s'en sert beaucoup en développement pour faire un paquet de choses, mais vérifier que les scripts se chargent bien, le temps de chargement d'un site web, d'une application web quand on le développe, ok? Vérifier les cookies qui sont stockés, vérifier l'usage de la mémoire, s'il n'y a pas des boucles, s'il n'y a pas une fuite de mémoire, ok? Qui consommerait beaucoup trop de ressources. On peut vérifier les accès disques, voir si les bases de données sont bien chargées, etc., etc. On peut faire un paquet de trucs et modifier des réglages de sécurité que vous ne pourrez pas faire dans les paramètres par défaut. Donc généralement c'est CTRL-SHIFT-I ou F12. Vous ne montrerez pas les miens, j'ai pas envie que vous me voliez mes comptes. Mais la valeur de cookies peuvent sembler aléatoires au premier abord, pardon. Cependant, ils ont une valeur codée ou une signification derrière, en fait, hein. Et on peut les décoder, ok? Et généralement, on utilise ce qu'on appelle du JSON, J-S-O-N, ok? D'un point de vue d'un attaquant, vous pouvez décoder la valeur pour identifier les objets sous-jacents.
Une fois que vous avez identifié les objets sous-jacents, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Utiliser le cookie, il faudra le coder à nouveau dans l'encodage d'origine et remplacer la valeur du cookie. Ok, sinon ça ne peut pas marcher. Ok, donc le principe du cookie forgery, c'est qu'on vole le cookie, on le décode, on réécrit les données qui nous plaisent. Hein. Je vais remplacer John Doe par administrateur système. Ok, et puis l'âge, je vais mettre 25 hein, pour rajeunir de 25 ans. Et les yeux bleus, je vais mettre vert parce que je préfère avoir les yeux verts. Ok, je réencapsule, je recode hein, dans l'algorithme qui a été utilisé à la base et je le mets dans mon navigateur. Je crée un nouveau cookie où je remplace juste la valeur du cookie par un autre. Ok, et c'est la fête du slip. Ok, donc on obtient la valeur du cookie en s'inscrivant, pardon, ou en vous inscrivant quoi? Et ou en vous inscrivant à un compte. Bon, vous avez compris. Vous allez sur un site, vous inscrivez, vous avez un cookie qui apparaît. On décode la valeur, on identifie la notation de l'objet et de la structure, on remplace les paramètres, hein, c'est chiant ces trucs de traduction, on remplace les paramètres à l'intérieur de l'objet par un autre paramètre, comme je vous disais, avec un niveau de privilège plus élevé, admin, administrateur. On réencode le cookie, on insère le cookie dans l'espace de valeur, mais ça peut être fait en double-cliquant sur la zone de valeur. Action sur le cookie, hein. Dès que je recharge ma page, le cookie recharge les informations, les métadonnées, et ça me permet de me connecter comme un admin. Alors, les amis, sachant tout ça, on va voir comment on peut pratiquer. Ok? Donc encore une fois, vous inquiétez pas, ça, c'est avec le temps que vous allez être à l'aise avec tout ça. Je vous conseille quand même de faire ces salles. Je vous les ferai, celle-là, l'Authentification Bypass. Peut-être je la posterai ce soir. Et sinon, celle-ci, je vous conseille de la faire si vous êtes néophyte, hein. Il y a pas de Kali Linux à avoir. C'est vous cliquez, il y a un site qui vous explique tout. Vous faites tout dans votre navigateur. Vous n'avez pas besoin d'un PC puissant. Vous n'avez pas besoin d'installer Parrot ou Kali pour commencer à hacker. Ça vous explique le bon fonctionnement d'HTTP. Ok? Pour mieux comprendre. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà répondu aux questions, mais on a quoi? On a un site, ok? Et je peux essayer quoi? Alors, soit, bien sûr, je me connecte, mais je n'ai pas de compte, comme vous vous en doutez. Soit quoi, on va peut-être pouvoir s'enregistrer. Hein. Sign up. Donc pour s'enregistrer, s'il veut bien. Ça. Vous voyez, hein, je vous disais, ce principe. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du JavaScript, en fait, qui permet, quoi? Eh ben, à la volée, hein, de faire des trucs. Hein. On a la mise en page via le CSS, on a le JavaScript qui permet de faire des choses dynamiques, de faire des boutons, de vérifier ce que vous tapez, ok? Et on a le HTML hein, qui est toute la structure, on va dire, ok? Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, bon, ok. Alors on va essayer de s'enregistrer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre Toto, je vais mettre Toto, ok? On va faire simple. Et c'est Toto qui travaille à la NSA. Ok. Donc là, on a un message. Vous n'avez pas la permission de vous enregistrer avec le compte actuel. Ok? Veuillez contacter votre administrateur pour plus d'assistance. Et on voit le gentil Père Noël avec ses traits là. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On me refuse, mais je vous ai dit, il faut réfléchir en termes de logique. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh ben, en fait, on vient de pousser vers le back-end, vers le serveur web, en fait, quoi? Une demande de cookie, ok? Et le cookie a été réceptionné par votre navigateur, ok? Moi, j'envoie la demande au serveur en disant, eh, je peux m'enregistrer? Il me dit, bah écoute, affiche ça dans ton navigateur quand même, t'as pas les droits. Mais, F12, si on va dans Storage, si on va dans Cookie Labs, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un user auth. OK? C'est ce qu'on a vu avec un cookie. J'ai la valeur du cookie. Hein.
même si c'est pas effectif. Le compte n'a pas été créé, mais subsiste un artefact, une trace. Ok? Donc, ça, c'est une longue chaîne de caractères. Ok? Qu'est-ce que ça peut être? Vous allez voir un format JSON. Généralement, c'est encodé en char 7 ou en base 16. Base 16, c'est quoi? C'est de l'hexadécimal. Alors, les gentils services de renseignement anglais nous ont créé un super outil. Ça va poutrer ma machine en deux deux, je sens. Je vais rien sentir passer. Allez, j'aime le risque. Puis c'est quand même les petits cousins de la NSA, quoi. Un peu de respect, quoi. Alors, Big Brother. Oh, il y a des règles Yara. Ah, c'est peut-être pas mal, en fait. Ah, 16. Ah ouais, par contre, putain, ils se sont pas dit que tu décompressais comme ça, que ça allait foutre un peu le bordel, quoi. Alors, sérieux, du coup, il tourne en offline, non? Ah, c'est bon, ça, hein. Excellent. Excellent, d'accord. Ah, bah ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, mais ils sont bien, les Anglais. Ils aiment beaucoup. On va passer quoi? On va passer. Ok, donc vous pouvez le faire tourner. Ah, c'est bien ça. Vous pouvez le faire tourner sur votre ordinateur. Euh, Ce qu'on a en sortie, ok? Et il faut qu'on fasse une recette, hein. Le cyberchef, hein, il bake, hein, il fait la cuisine à votre place, mais il faut lui donner une recette. Alors, dans notre petite popote, on a quoi? Vous voyez qu'on a, j'ai quelques petits favoris, hein, parce que je les utilise souvent. On a du quoi? On a du 2x, from x. On va faire du from x, ok? Et là, il nous dit quoi? Il nous dit convert. Donc, convertit un string, une chaîne de bytes en hexadécimal, hein, d'octets, enfin de bytes, mais bon, de code en hexadécimal, dans un format brut, en fait, hein, codé en UTF-8. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je lui dis quoi? Je lui dis là, je le relâche, hop, et là, il vient de nous traduire, ok? À partir de l'hexadécimal, ok? From X, et après on va faire du to X. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bien un fichier JSON. Typiquement, quand on a les petits chevrons, enfin c'est pas des chevrons, les accolades là, on a, on a des virgules, ok? Donc j'ai une valeur, virgule, une autre valeur, virgule, une autre valeur, enfin username est égal à Toto, hein, il y a plusieurs clés en fait, hein. Compagnie est égal à The Best Festival Company, is registered et sur true, et username sur Toto. Vous avez compris où est la faille? Eh ben je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du cookie forgery. Je le repasse en input. Ok? Celui-là, je peux lui dire pause. Ok? Ou je peux lui dire disable operation ou mettre un point d'arrêt. Je l'efface. Ok? Là, je peux travailler dessus, je peux le modifier. Ok? Je vais laisser The Best Festival Company enregistrer trop. Mais vous l'avez compris, Toto, c'est plus Toto, ça devient admin. Ok? Le problème, c'est que je ne peux pas enregistrer la valeur comme ça dans mon cookie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends tout ça, ok? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait from x, à partir de l'hexadécimal, tu me décodes en texte clair. Maintenant, je vais demander de faire la popote inverse, hein? Recette de cuisine inverse, je lui demande to hex, hein? Voilà, de réencoder. Et là, il y a un souci quelque part. Alors, là, c'est propre. Ok. Sauf que, qu'est-ce qui se passe, les amis? Bah, vous l'avez vu. Donc, il se laisse pas abattre. Je prends cette chaîne, CTRL-C, CTRL-V, je copie-colle, j'efface tout ça, et on va demander de retirer les white space. Remove white space, voilà. Fait. Là, j'ai mon cookie,
J'ai pas besoin d'en créer un autre. J'ai déjà celui-là. Je lui dis quoi? Je lui dis, bah, tu vois ta valeur? Au revoir. Prends cette valeur. OK? Et là, comme par magie, je peux fermer ma console. Je fais F5 pour rafraîchir et je suis connecté en tant qu'administrateur. Voilà l'attaque de Cookie Forgery. OK? Donc vous voyez comment c'est extrêmement violent. Et c'est comme ça que les pirates, s'ils arrivent à injecter du code dans votre navigateur, à contourner le principe de sandboxing, hein, parce qu'il y a quand même des systèmes de protection, je vous rassure, dans vos navigateurs, mais ils peuvent voler vos cookies de session via, par exemple, une faille XSS, hein, via du cross-site scripting, et ils vont voler vos cookies. Et si vous êtes connecté à votre banque, je vous rassure, il y a quand même des mécanismes de deuxième authentification et tout ça, mais on peut récupérer des cookies et se connecter à certains sites à votre place. Ok? Si le cookie est complet, bah voilà, je peux me connecter. Là, on m'a pas demandé de mot de passe ni quoi que ce soit. Hein? Quand je vais sur TryHackMe, on me demande pas de mot de passe, c'est pareil. Ok? Donc tous les services auxquels vous avez l'habitude d'utiliser, qui sont enregistrés sous forme de cookies dans votre navigateur, si on les vole, on peut les réutiliser. Et c'est grave. Parce que non seulement on accède à vos informations, mais aussi on usurpe votre identité. OK? Donc si après le pirate accède à un site, mais qui lance une cyberattaque de ce site avec vos identifiants, la police, c'est vous qu'elle va aller voir. Elle va pas aller voir le pirate. Enfin, pas tout de suite, s'ils sont assez intelligents. OK? Vous voyez où je veux en venir? C'est plus que du vol de données. On est en train d'usurper votre identité. Et ça, au grand jamais, il faut que ça arrive dans la vie. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes. OK? Donc, voilà, hein, le cookie qui a été créé, hein, retournons, hop, un petit F12, je vais là-dedans. Donc, vous voyez, il y a même des coordonnées GPS, hein. YouTube enregistre mes coordonnées GPS. C'est scandaleux, moi, je dis. Pop, pop, pop. Bien. Donc, si on va là-dedans, on voit qu'il s'appelle le user out. OK? Voilà. Et par onglet, par page, hein, vous avez différents cookies. OK? Vous aurez pas là tous les cookies. Il faut aller sur la page pour que ça affiche le cookie correspondant. OK? Ou sinon, après, vous avez des bases de données, hein, en SQLite, d'autres types de bases. OK? Où vous pouvez aller taper et voir tout ce qui est enregistré en base. OK? Donc ça, c'est la réponse. User auth. On a vu que c'est de l'hexadécimal. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le JSON, bah, typiquement, si vous ne connaissez pas, allez voir, hein. Le JSON, c'est utilisé partout, partout, partout. Ça permet d'appeler des interfaces de programmation. On a son petit frère, hein, c'est le JavaScript Object Notation. On a le XML aussi, hein, qui peut être utilisé. Et voilà, c'est ce principe. Alors, est-ce que je peux vous montrer des images? Vous comprenez bien. Parce que là, on avait un simple, mais on peut avoir un petit peu plus complexe, hein. Voilà, on peut mettre un paquet d'informations. Vous voyez, là, on a un paquet d'informations dans le fichier JSON, hein. On peut même s'en servir pour faire une mini base de données, en fait, hein. Donc, le JSON, c'est très utilisé, hein. Ça permet de faire pas mal de trucs. Et voilà, il y en a des très simples, il y en a des très très longs. OK? Et je vous montre, par exemple, hein, via une interface de programmation, on a quoi? On a l'API SNCF. Et vous pouvez aller coder un programme ou vous amuser si vous voulez, hein. Vous avez le droit à 5000 requêtes par jour. OK? Et bah, l'API, justement, va utiliser du JSON. OK? Et vous pouvez aller requêter, vous créez un programme ou utiliser bah, des programmes comme Postman, hein, qui va vous permettre d'aller refaiser les interfaces de programmation. Et en fait, comme je vous disais toujours, enfin, je vous le dis toujours dans mes vidéos, quand vous allez sur des applications qui vous proposent les itinéraires des trains, les arrêts en gare et tout ça, eh ben, qu'est-ce que fait l'application web? Elle se connecte à la base de données de la SNCF et elle se connecte surtout à l'interface de programmation. OK? Et ça, via un JSON, justement, elle va pouvoir aller récupérer les horaires, l'afficher grâce au JSON dans votre navigateur, hein, et dire tu veux chercher un départ pour
Paris à telle heure, voilà les trains. Ok? C'est utilisé partout, 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 partout. Ok? Le XML, le JSON. Donc voilà, on peut communiquer avec des interfaces de programmation. Ok? Et une interface de programmation, elle fait quoi? Elle rend un service. Ok? Ça peut être de la météo, ça peut être vos billets d'avion, ça peut être une commande sur Amazon. Ok? C'est le principe. Hein. Donc, voyez bien, le site web qui fait l'interface avec le client, hein, la communication avec une base de données, c'est sûr, et après les différents quadriciels qui sont utilisés, les différentes technologies pour, par exemple, communiquer via une interface de programmation à une base de données, on peut se servir justement du JSON. Ok. Donc revenons à nos moutons. On a manipulé le cookie, on a vu que sa valeur était comme ça, hein, on a retiré même les blancs. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent quel est l'environnement d'équipement qui ne répond pas. Alors typiquement, hein, quand on fait de la supervision, on a des codes couleurs. Hein, dans Nagios, c'est typiquement ce que vous retrouverez, qui permet de faire de la supervision. Je vous avais fait une petite vidéo, un CTF sur les SNMP. Euh, et ben justement, ok? Rouge, critique, jaune, warning, vert, ok. Donc si on part de ce principe, s'il y a du critique, hein, c'est notre ami HR, ok? Il est en rouge. Si c'est en rouge, c'est pas bon du tout, ok? Quel environnement d'équipe dispose d'un avertissement réseau? Bah, c'est l'application. Pourquoi? Puisque lui est en vert, l'application, elle a un warning, avertissement, ok? Donc ça simule un dashboard, mais c'est pas comme ça hein, dans la vraie vie, je vous rassure. Ok? C'est juste pour vous entraîner, comprendre les logiques. Ok? Mais retenez ces codes couleurs, vert, ok, rouge, pas bon, le jaune, avertissement. Alors jaune, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème forcément grave, mais ça veut dire que c'est un problème qui, s'il n'est pas solutionné, peut se transformer en criticité élevée, hein, en rouge. Un exemple, s'il y a un disque dur, il y a du swap hein, qui remplit constamment le disque dur, au bout d'un moment, il va être full. Et si votre serveur Linux, par exemple, n'a plus de mémoire vive, ok, de RAM, et qui doit utiliser le swap, et que le swap a rempli la partition, hein, eh ben, votre serveur il crache. Ok? Donc c'est des petits trucs, mais ça peut entraîner des effets de bord. Ok? Et c'est pour ça que typiquement, qu'est-ce qu'on fait le week-end, hein, il y a un petit peu de nettoyage qui est fait par les admins, ok, ou la nuit, ça dépend des boîtes, et on va regarder la volumétrie, vérifier les disques durs, hein, vider les partitions, le C, le D, les partitions des logs, hein, faire de la rotation de logs. On va vider les caches, les swaps, hein, pour que bah, la machine des serveurs soit le plus fonctionnelle possible. Ok? Redémarrer les serveurs le week-end, hein, quand il y a moins de monde, pour bah, les Linux, vous pouvez les faire tourner 3000 ans sans problème. Ok. Par contre, les Windows Server, si vous les redémarrez pas toutes les semaines, c'est un petit peu compliqué. Hein. Franchement, pour ça, Linux, hein, c'est pas des bêtises. Je m'arrêterai là, hein, le CTF est terminé, mais le plus grand uptime, c'est-à-dire bah, le temps, la durée en fait qu'un ordinateur Linux a tourné sans cracher, sans être redémarré. D'accord? Ça prend 97 jours. Ok? Mais Linux, c'est encore plus fiable. Hein. On a tendance, c'est vrai que les ingés Linux se moquent tout le temps de Windows. Ok? Mais non, mais voilà. C'est des serveurs, vous pouvez les redémarrer une fois par an. À la limite, ça va. Mais on le fait jamais, ok? Parce que bah, on n'a pas envie de prendre de risques. Des fois, il y a des mises à jour du kernel, du noyau Linux. Voilà, il faut retirer des drivers, il faut faire de la manutention. Comment dire? Hein, il y a des tâches planifiées, des sauvegardes, des mises à jour. Donc, mais voilà, théoriquement, un serveur, c'est fait pour tourner. C'est pas fait pour être redémarré toutes les semaines. Mais après, en fonction des secteurs, eh ben, on va laisser des uptime conséquents
ou dans d'autres corps de métier, d'autres secteurs d'activité, on préfère les redémarrer toutes les semaines, ok? Par sécurité. Voilà, je m'arrêterai là. C'était un bref aperçu de comment fonctionne, hein. Maintenant, vous voyez un petit peu mieux, j'espère, comment sont stockés les cookies dans votre navigateur, hein. Le JavaScript, hein, comment il peut être appelé via du JSON, ok, via un objet. Et, euh, et voilà, hein, toutes les métadonnées, voilà, comme la surveillance de masse commence par ces petits cookies, ok? Et je m'arrêterai là. Mais ces cookies, vous pouvez les effacer, hein. Contrôle, Shift, supprime, j'arrive là, ok? Je vais lui dire, vas-y, efface tout, le cache, les trucs, active login. Bon, pas mes active login, sinon ça va foutre la merde. Mais là, vous effacez les cookies. D'accord. Par contre, il y a les super cookies, les ever cookies. Et ça a été inventé par Google, mais pas que. Et eux, vous pouvez pas les effacer. Ça veut dire que quand vous croyez que vous allez mettre des gants, hein, un hoodies, un sweat, une capuche pour jouer les hackers sur Internet, en fait, il y a des ever cookies qui sont extrêmement compliqués à effacer et qui vous suivent à la trace. Ok? Donc bien sûr, ça peut être utilisé pour des fins de marketing, ça l'est pour Google, mais ce qui peut être marketing, Google, vous savez qu'il travaille pour Prism, hein, Prism, le code de la NSA, ça peut être également pour faire du renseignement opérationnel sur votre petite personne. Ok? Donc bien sûr, je peux te vendre et savoir 24 heures sur 24 ce que tu fais, mais comme on l'a vu avec Edward Snowden, je peux savoir également que quoi? Que mon ami Google, c'est un grand ami de mon ami NSA, hein, dans des communications top secret. Ok? Et qu'on investit 20 millions de dollars pour que tous les gens auxquels vous avez confiance, coucou YouTube, travaillent avec les services de renseignement. Sur ce, je vous laisse méditer. Ciao, ciao.